suis là pour vous présenter la neuromédecine, c'est-à-dire quelque chose de tout nouveau. J'ai déjà écrit un livre et la personne avec qui je l'ai écrit avait appelé ce travail révolutionnaire. Non, ce n'est pas révolutionnaire, c'est simplement une autre façon de regarder la réalité en se disant que peut-être beaucoup de nos maladies ne sont pas dues au fait d'un agent extérieur ou d'une complication, d'une situation qui aurait pu nous choquer, mais qu'elles sont tout simplement l'incompétence que nous avons maintenant en nous de ne plus savoir se guérir. Nous avons en nous un système nerveux capable de suppléer à toutes nos défaillances. Et comment se fait-il qu'on soit malade? L'erreur, c'est vraiment le fait que spontanément, nous avons perdu cette compétence. Alors on pourrait dire le jour où j'ai reçu un choc, un coup, que j'ai une plaie, ça va sembler tout à fait normal. Mais le déroulement de la guérison, lui, remet tout en cause. Bien sûr qu'on sait comment ça doit se guérir, mais si je garde cette pathologie douloureuse pendant 6 mois, il s'est passé quelque chose. Nous pouvons donc, dans un premier temps, opposer les états aigus et les états chroniques. Ceux qui m'intéressent vont être plutôt les états chroniques, qui ne vont pas être chroniques par eux-mêmes. Ils vont tout simplement être chroniques parce que l'organisme ne sait plus se guérir. S'il savait se guérir, comme souvent chez les enfants, eh bien, il n'y aurait pas cette poursuite dans le temps d'une pathologie. Cette médecine que je mets en évidence et qui serait d'une guérison de l'intérieur, je l'ai appelée neuromédecine, et elle se base sur la compétence du système neurovégétatif, non seulement à nous faire vivre, à nous faire battre le cœur quand on en a besoin, quand on fait de la course à pied, mais à savoir nous réparer lorsque nous avons pris un coup, un choc, qu'il soit psychique ou physique, mais c'est là où je veux en venir, c'est que beaucoup des pathologies chroniques vont venir précisément de cette incompétence nouvelle du système nerveux censé nous guérir et ne nous guérit plus. Je propose que cette prise en charge médicale, autrement dit, ce dont je vais vous parler, s'appelle une médecine neurofonctionnelle car elle s'appuie sur le système neurovégétatif et le seul mérite que j'ai, c'est de pouvoir avoir dévoilé, non pas inventé, mais dévoilé à quel moment et par quelle technique nous pouvons intervenir sur le système neurovégétatif afin de modifier son comportement. Les médicaments modifient son comportement spécifique. Il s'agit pour nous d'obtenir une réponse beaucoup plus profonde qui est son comportement non spécifique, c'est-à-dire ce qui organise la chronicité. Dans le cas de la chronicité, on dirait que tout marche au ralenti et si nous intervenons à bon escient, alors nous allons redonner de la performance. Et la performance, elle est facile à comprendre. Prenons un homme jeune, un jeune homme. Il lui arrive quoi que ce soit, c'est bien rare que dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, il n'ait pas récupéré. Il a su remettre en place tout ce qu'il avait pu perdre lors de cet accident, par exemple. Si nous prenons une personne âgée, on est pratiquement sûr qu'il va traîner dans la chronicité, c'est-à-dire qu'il va se réparer à moitié, mais ne va pas être capable de poursuivre au-delà d'une certaine compétence, retrouver son équilibre. Il peut se produire, quoi qu'il en soit, chez des jeunes, une réponse exacerbée. C'est-à-dire que cette réponse-là va dépasser le strict nécessaire pour devenir tout d'un coup porteur d'une pathologie. Il ne va plus guérir parce que la réponse s'auto-entretient et il n'y a plus moyen de retrouver la guérison. De la même façon, il peut se produire que des gens d'un certain âge, s'ils sont bien entraînés, s'ils sont en bon équilibre, s'ils ont développé toute une compétence, vont pouvoir acquérir une guérison bien meilleure que ceux qui n'ont pas eu cette recherche. Donc, la
médecine neurofonctionnelle va traiter des compétences du système neurovégétatif pour répondre à tout ce qui le met en déséquilibre. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est en déséquilibre? Parce qu'il est porteur de la loi, il est porteur de la construction et il est porteur de la poursuite des équilibres. À partir du moment où il se passe quelque chose dans notre vie, que ça soit un traumatisme psychique ou un traumatisme physique ou une maladie du foie ou d'ailleurs, il va intervenir pour pouvoir réparer. Or, dans certains cas, ça se passe très mal, c'est là où je vais intervenir. On se trouve en médecine maintenant avec ce qu'ont vécu les artistes de la fin du 19e siècle. Ce sont les impressionnistes. Tout d'un coup, ils changent les modes, ils changent leur regard, ils changent la perception que nous en avons. Et quelle est la réalité? C'est qu'au lieu de raconter une histoire, ils vont plutôt nous donner à vivre des émotions. Eh bien, c'est cette étape-là que je crois que la médecine est en train d'acquérir à travers ce travail. C'est la médecine neurofonctionnelle pourrait être appelée maintenant la médecine impressionniste. Nous changeons complètement de paradigme parce qu'il nous importe autant la réparation de la lésion que la façon dont cette réparation peut se faire et surtout à travers cette compétence retrouvée de l'organisme à se réparer, pouvoir dans la suite faire de la prévention spécifique sur la pathologie et de la prévention non spécifique sur tout ce qui est les phénomènes de vieillissement ou d'épuisement. Nous sommes ici pour parler d'Etam. Etam a 3 ans, 4 ans maintenant. Je l'ai vu débarquer dans mon cabinet par hasard. C'est assez miraculeux que je puisse, moi, en tant que médecin généraliste, être recherché comme possédant une compétence pour traiter sa pathologie. Il a une scoliose de 32 degrés. Laissez-moi vous dire l'état de sa maman, quand on voit que cet état-là ne s'améliore pas depuis 1 an ou 1 an et demi qu'il a été diagnostiqué, et elle me l'amène de façon tout à fait inattendue pour elle et pour moi, sur les conseils d'une de ses amies. Etam est suivi depuis fort longtemps par un professeur de la faculté de Montpellier, professeur que j'ai eu l'occasion de fréquenter puisque j'ai passé ma thèse avec lui. Et c'est ça qui crée la possibilité de traiter Etam, parce que ce professeur va bien se demander qu'est-ce que je peux faire moi dans le cadre de cette pathologie. Et moi personnellement, j'ai un thème récurrent dans tous mes soins, c'est je traite les anomalies consécutives aux troubles fonctionnels du système neurovégétatif. Ce système neurovégétatif est en nous, il est ce que j'appelle notre jumeau de l'intérieur, il est fait de la même trame que nous, mais il est dissocié de nous malgré tout, puisqu'il a son fonctionnement autonome de par son nom lui-même, puisque neurovégétatif peut se traduire en système nerveux autonome. Bref, la plupart de nos pathologies peuvent être revues dans cette dimension-là. On peut les regarder comme une plaie au genou ou comme un état organique au niveau hépatique. On pourrait aussi dire non, ces états-là s'accompagnent toujours d'une volonté de notre organisme de dépasser ses contingences pour essayer de retourner à la guérison. Et c'est ça le système neurotatif, c'est quelqu'un qui lutte toujours, qui frappe même des fois à notre mental pour nous dire « toc toc, t'es allé trop loin, il faut revenir en arrière parce qu'il y a des étapes que tu as mal passées et ça va te donner dans l'avenir des problématiques. » Nous verrons plus tard, peut-être, que nous découvrirons pourquoi est-ce que Etam a une scoliose. Mais nous sommes embarqués dans le soin de cette pathologie et je veux le prendre en charge exactement comme tous mes malades, que ce soit des douleurs chroniques, des maladies de Lyme, des fatigues chroniques. Eh bien, nous allons trouver quelles sont les manifestations que je peux mettre en évidence sur le corps de Etam pour rentrer en communication avec ce système neurovégétatif. Chez Etam, ça va être très vite fait. Il a sur tout le côté droit
une violente contracture douloureuse qui traduit cette souffrance, laquelle va être responsable localement de ce trouble vertébral. Toute scoliose, c'est une courbure de la colonne vertébrale qui se manifeste initialement et qu'il va déterminer lors de la croissance une disharmonie de la courbure, puisque précisément il y a au centre de cette disharmonie une contracture musculaire réflexe qui est la maladie initiale de cette scoliose. Donc c'est pendant la croissance que cette scoliose va se dévoiler. C'est dans les traitements habituels avec les corsets, pendant la croissance, qu'elle va se résoudre. Pourquoi? Parce que si vous mettez une contrainte au niveau de la croissance, et si cette contrainte va profiter de la croissance pour essayer de retrouver les courbures normales. Mais nous ne touchons en rien l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce garçon est malade? Il est malade parce que son système neurovégétatif a fabriqué, en réponse à un stress ou à une difficulté ou à une circonstance qu'il ne maîtrise pas, a fabriqué ce symptôme. La pathologie n'est qu'un symptôme. C'est une réponse à un trouble initial, nerveux certainement, dont l'origine a des grandes chances d'être inscrite un peu sur le génome, mais aussi peut-être inscrite sur ce que, pendant la croissance, ce génome va subir d'influence pour fabriquer ces pathologies. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Dans le cadre d'Etam, eh bien, on a pu faire avec sa maman une petite analyse en trouvant un espace de souffrance en elle au 3e mois de sa grossesse quand elle a révélé à ses associés qu'elle était enceinte. À propos de symptômes, je vous avais demandé de réfléchir sur ce qui avait pu être pour vous un moment angoissant dans votre temps de grossesse. Et vous m'avez évoqué que peut-être à un moment donné de cette grossesse, vers le 3e mois, vous avez dû dire à vos associés, infirmières, que vous étiez enceinte. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pour moi, ça a été vraiment un tremblement de terre. Tout s'était écroulé autour de moi. Mes associés se sont permis de dire des propos en me disant que j'étais quand même inconsciente de faire un 3e enfant, qu'avec déjà 2, c'était très compliqué avec notre travail, et que de faire le 3e, c'était inconscient, elle ne comprenait pas. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment très déstabilisant. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup... Ça a été une rupture en vous? Tout à fait. Mais vraiment et vous avez eu l'impression que ça vous a habité pendant fort longtemps? Ah oui, mais voilà. Ça résonne encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui? Oui. Bon, écoutez, il y a beaucoup de piqûres à vous faire alors. Merci beaucoup à vous. Les circonstances ont voulu que ces jeunes femmes étaient certainement débordées de travail, très fatiguées, et n'ont pas pris conscience que avoir un bébé dans son ventre, un peu c'est dire la messe, un peu c'est donner à l'humanité encore un petit élan supplémentaire. Et si cet élan, on lui fait un croc en jambe, alors on se casse la figure. C'est certainement ce qui a pu arriver chez cette femme, puisque Etam, non pas est né, mais a développé durant ses premières années une scoliose qui a abouti à un état de 32 degrés, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. Les scolioses, la plupart du temps, dans l'enfance, vont se développer plutôt qu'en fin d'enfance, au-delà de 11 ans, 12 ans, juste avant la puberté. La puberté, sachant que la puberté doit être prise comme une étape fondamentale dans la vie de chacun d'entre nous, c'est l'étape où ça se fixe, où l'enfance se fixe, où tout ce qui a été en supposition, en prédisposition, en force, va tout d'un coup devenir une réalité qu'on va porter toute sa vie. Tant sur les états psychologiques d'ailleurs, les états névrotiques, que sur les états organiques. Mais les états organiques, c'est exceptionnel. La scoliose est exceptionnelle. Par contre, la plupart du temps, nous allons rencontrer ces problématiques psycho-affectives qui vont traîner parce qu'elles ont été
comme une argile cuite au moment de la puberté, et que cette argile-là va devenir à l'âge adulte quelque chose de définitif. Ça sera beaucoup plus difficile à soigner après la puberté qu'avant la puberté. Je l'ai rencontré récemment lors d'un congrès de psychiatrie. J'ai rencontré cette particularité de l'intérêt de soigner avant que la manifestation pathologique devienne la maladie, mais avant, il y a certainement des troubles à retrouver, à percevoir, peut-être grâce à l'analyse que j'en fais au niveau de mon examen cutané. Et donc, à Rennes, on nous a dit qu'il fallait absolument traiter la schizophrénie. Voilà. Donc, il s'agit donc de la schizophrénie, et les participants étaient tout à fait convaincus que si on avait les moyens d'anticiper sur le diagnostic, on ne laisserait pas se développer ces pathologies. Ça va être très varié. Nous parlons d'étame, nous arrivons à la schizophrénie, nous arrivons à une maladie organique et nous redébouchons encore sur une pathologie psychique. C'est peut-être ça qui est important, c'est de comprendre la globalité dans laquelle chacun d'entre nous est amené à concevoir son existence et à l'analyser et à la comprendre. Dans le cadre d'étame, sa maman me disait, et vous le verrez sur la vidéo, avant de vous connaître, avant qu'on commence les soins, Etame ne parlait pas, Etame ne marchait pas, Etame grommelait, il se glissait, il se traînait par terre, il me regardait jamais dans les yeux. On aurait dit qu'Etame était à côté. Il ne dormait pas la nuit, c'est-à-dire il se réveillait 20 fois par nuit. Alors, ce qui vous avait frappé le plus, madame, c'est le fait, quand on l'a soigné il y a 18 mois la première fois, c'est que tout d'un coup, son comportement s'est complètement modifié. Tout à fait, il se réveillait plus de 20 fois par nuit, minimum, toutes les nuits, jusqu'à ce qu'on vous rencontre. Et son regard, on ne le comprenait pas, aussi de mon mari que moi-même, malgré qu'on ait déjà deux aînés. Et quand on a commencé à faire les soins avec vous, ça a été révélateur dans le sens où Etame a commencé d'une part à me regarder dans les yeux et son regard a vraiment évolué, changé. Où son regard nous disait, enfin vous avez compris le pourquoi j'étais douloureux, et son comportement l'aimait. Son comportement psychosomatique. Somatique. Tout d'un coup, ça lui a libéré le corps aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous m'avez dit, ça y est, il a commencé à monter sur les chaises, il commence à monter sur les tables, il commence à organiser bien ça. Tout à fait, il a marché à quatre pattes, il ne marchait pas à quatre pattes, il marche vraiment sur les fesses, sur le côté latéral, et là vraiment, il a commencé à se déplacer à quatre pattes. Merci. Nous allons maintenant passer au niveau du soin. Je vous avais donc ouvert sur cet examen cutané que j'avais pratiqué sur Etame et qui avait permis de découvrir ce que j'appelle une sympatalgie droite, c'est-à-dire que tout le côté droit, on ne pouvait pas le toucher. C'est dans la concavité de la scoliose. On doit bien comprendre que pour la scoliose se développe, il faut bien qu'il y ait un blocage quelque part. Chez lui, c'était à droite et ça donnait cette courbure avec une concavité interne droite et donc une convexité gauche. Sur la convexité, nous allons donc retrouver la bosse, puisque la bosse va témoigner du fait qu'il s'est bloqué à droite et donc il va y avoir une courbure et donc une asymétrie. Et il y a aussi, dans le cas de la scoliose, on ne le verra peut-être pas, mais une rotation des corps vertébraux qui permettent précisément cette angulation. C'est-à-dire que si c'est bloqué au centre, il faut bien que ça tourne pour pouvoir se développer autour. Nous mettons donc en évidence cette douleur. On peut l'atteindre par un toucher, mais le petit garçon de 3 ans ne supporte pas ça. Par contre, j'ai pu acquérir une très grande habitude d'examiner mes patients par le palpé roulé. Et le palpé roulé, donc, dévoile cette souffrance énorme qui témoigne de cette dysneuropathie végétative et qui part du côté cervical haut et qui se développe sur tout le côté droit
jusqu'en bas, et ça pourrait d'ailleurs favoriser, quand ça existe chez les adultes, des décompensations pathologiques par ailleurs, soit veineuses, soit vasculaires, soit arthrosiques, etc. Dans le cadre des TAM, il ne s'agissait que de ce blocage vertébral. Évidemment, à ce niveau-là, c'était beaucoup plus violent. Et donc, nous nous trouvons confrontés avec toute cette sémiologie, c'est-à-dire que nous mettons en évidence des tas de symptômes qui constituent à la longue une sémiologie, tant par les troubles psychiques d'ailleurs, que par l'état local. Comment on va prendre en charge ces états-là? Eh bien, selon la belle formule, il me semble intéressante, c'est-à-dire que les états chroniques qui intéressent toujours le diencéphale vont être sensibles à des stimulations, c'est-à-dire à des stress aigus. Je suis obligé de renouveler une compétence pour guérir à travers des stimulations relativement intenses qui puissent permettre d'amener l'organisme à se corriger lui-même. Mais chez un enfant de 2 ans, 3 ans, je l'avais appris de mes séjours en pédiatrie dans le temps, c'est on ne peut pas les toucher sans prendre le risque de les voir développer une réponse aiguë type choc. Et donc nous devons être extrêmement prudents. Je vous assure que de traiter ETAM en étant tout seul dans mon cabinet était très angoissant. Je n'avais personne ni pour me guider, ni pour me protéger. Chacun d'entre nous, chaque personne que nous soignons est unique. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Donc il fallait être extrêmement délicat. La maman était là, elle me regardait, peut-être est-ce son regard qui m'a encouragé. Nous traitons ces états-là par des stimulations de la peau là où ça fait mal. Ces stimulations pourraient être faites avec le doigt, tac, tac, tac. Ça pourrait être fait avec des pincements, comme je le fais avec le palpé roulé. Ça pourrait être aussi fait, comme je le fais, avec des tout petits picotis, avec une aiguille, avec une aiguille fixée sur une seringue avec un tout petit peu de magnésium. Il n'y a pas d'effet médicamenteux à attendre, surtout du magnésium. Il y a simplement le fait que si je crée une micro-plaie à l'aiguille, le magnésium va l'aggraver. Donc c'est cette stimulation qui m'intéresse. Donc j'ai traité ETAM de façon extrêmement succincte, très très léger, avec le risque, mais je fais très attention les premiers temps en tout cas, de le respecter dans ce risque de décompensation, et non pas miracle parce que j'y suis habitué, mais toujours pareil, une joie immense quand après avoir fait les soins, je refais du palpé roulé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de contracture réflexe des muscles pauciers, il n'y a plus rien. Même peut-être que même la scoliose, mais j'ai l'habitude dans d'autres articulations, a gagné un tout petit peu en souplesse. Mais c'est très difficile d'examiner un enfant de 3 ans, donc je ne suis pas allé dans ce sens-là. Le soin est fini comme chez tous mes patients. C'est à partir du moment où nous avons eu cette réponse de l'ordre médulaire et non pas diencéphalique initialement, nous savons que nous avons fait suffisamment pour que le travail puisse agir. Mais il va falloir certainement très longtemps pour, à travers ces micro-stimulations, développer une réponse vers la guérison, puisque la guérison ne se fera pas au niveau médulaire, elle se fera au niveau diencéphalique, elle se fera au niveau central, dans ce qui est le support de la régulation du stress, mais aussi le point de départ de toute action du système neurovégétatif. C'est là où se situe le nœud. Les centres nerveux sont plus ou moins plus bas, étagés le long du tronc cérébral et de la moelle épinière, mais le cerveau, c'est le cas de le dire, se situe bien plus haut, mais n'a rien à voir avec des éléments spécifiques tels que la sensibilité, la pensée, toutes les autres, le tact, enfin, tout ce qui nous touche. Nous sommes vraiment dans une réponse non spécifique au stress,
Donc, il s'agit de prouver que le stress aigu va nous guérir du stress chronique. Voilà. Par la suite, eh bien, est arrivé ce dont je ne m'attendais pas, c'est que la réponse immédiate fut une décompensation pulmonaire. Immédiatement, enfin dans les lendemains, il y a eu une violente réaction de bronchite, avec fièvre, avec toux grasse, ça nous a évidemment beaucoup inquiétés avec les parents. Bon, il n'a pas été hospitalisé, mais se poser la question de savoir, attention, où nous avons mis les pieds. Et donc, est-ce que ces soins-là peuvent se reproduire au cabinet du médecin? Est-ce que c'est normal? Voilà. Nous devons bien faire attention à ça. Ces réponses se sont déroulées un peu aux premières stimulations, donc aux premières séances. J'ai été obligé de reculer les séances, c'est-à-dire que chaque séance, habituellement chez mes patients, c'est une fois par semaine. Là, nous avons été obligés d'attendre que la réponse pneumologique se passe. Donc c'est tous les mois qu'on a fait une séance, donc on a fait 4 ou 5 ou 6 séances. Voilà. Par ailleurs, je voyais bien qu'à chaque fois que les mois passaient, ce garçon retrouvait un potentiel de vie qu'il n'avait pas. Il a retrouvé sa capacité de marcher, d'agir. Il est monté sur les tables tout d'un coup. Il s'est mis à parler à sa maman et surtout, il a commencé à dormir. Et petit à petit, tout ce qui était en négatif s'est remis à ce moment-là en normalité. En normalité, c'est-à-dire en compétence pour devenir un jour, comme tous les petits-enfants, tout à fait équilibrés, participants, normal quoi. Et voilà où nous amène cette expérience-là. C'est nous partons d'une scoliose pour arriver à une globalité de l'être, sachant que j'ai pu à ce moment-là, en intervenant sur la scoliose, intervenir sur une forme d'autisme, entre guillemets. J'ai été très déçu de voir que cet enfant n'était pas suivi, n'était pas catégorié, n'était pas... on a enfermé cet enfant dans sa scoliose alors qu'il y avait des tas d'autres signes qui auraient pu être des signes d'appel, mais peut-être heureusement, parce que sinon, aurais-je eu le droit d'y toucher? Tout ça devient difficile. Et donc, en partant d'état, on va pouvoir développer tout un regard transversal qui a permis de dire ou d'appeler ce soin fait à Etam la psychanalyse d'une scoliose. Merci. Allez, maintenant on va voir maman. Allez, roule-toi par terre sur le tapis, chérie. Bravo! Oh, que tu es bon! Mais tu es magnifique! Oh, tu es un grand garçon, toi! Allez, saute encore, voir. Saute un peu. Bravo! Allez. Va voir papa. Va voir papa. Montre. Va voir papa. Tu refais. Remontre comme tu fais au docteur. Vas-y. Voilà. Et viens voir maman. Viens voir maman. Maman. Gardez-le comme ça, 10 secondes. Faites-le pencher un petit peu en avant devant vous. Mets tes mains par terre. Qui se redresse. Voilà, comme ça. Voilà. Pourquoi? Bah pour vas-y, marche comme ça. C'est sûr. Encore? Non, il donne. Putain.